Kennen Sie den alten Witz? Der Ausbilder fragt, in wie viele Teile das G3 zerfällt. Antwort, es kommt drauf an, wie man es hinschmeißt. Naja, aber wussten Sie wirklich, dass das G3 aus gut und gern 200 Teilen und Teilchen zusammengebaut wird? In Oberndorf am Neckar. Dès la diffusion à grande échelle des fusils à verrou à poudre sans fumée, il a été vite compris que l'étape suivante serait des fusils semi-automatiques. C'est ce qu'a rapidement compris la France, et ce juste après l'adoption du fusil Lebel. C'est autour des années 1910 que l'on voit proliférer de nombreux designs de fusils semi-automatiques. Pour en citer quelques-uns, le Mondragon, le C6 ou le RSC modèle 1917, déployés durant les derniers mois de la Première Guerre mondiale. L'un des premiers fusils semi-automatiques d'origine allemande date de 1906, développé par Paul Mauser. Les problèmes régulièrement rencontrés lors du développement de ces fusils semi-automatiques étaient sur la question du cyclage et du mécanisme de verrouillage de la culasse. En effet, les munitions de fusil de l'époque étaient particulièrement puissantes, et trouver un équilibre entre sécurité d'opération, fiabilité et poids peut se révéler être un défi. Beaucoup de fusils datant des années 20, 10 ou 30 se révélèrent souvent déficients dans l'un de ces trois points. On pourra citer les fusils semi-automatiques Thompson, les premiers fusils de Garand et Pedersen, ou un fusil qui nous intéresse particulièrement ici, le fusil Hühnerschlagen, proposé à la Reichswehr en 1924. Il utilise un système d'empreinte gaz type Bang, qui est en soi un type d'empreinte gaz situé à la bouche, et n'étant pas réputé particulièrement fiable, et un système de verrouillage de culasse, consistant en deux volets arrondis symétriques de part et d'autre de la culasse, un système que l'on appelle aujourd'hui un verrouillage par galet. Plus tard, le 14 février 1929, la firme Siemens Schuckert, qui n'est d'ailleurs pas vraiment une compagnie d'armement, brevette cet exact même système de verrouillage. Le 10 août 1937, un brevet similaire est attribué à Edward Stecke en Pologne pour une arme automatique utilisant un système de verrouillage par galet. Ce brevet servira d'inspiration pour le mécanisme de la MG42, bien que certains éléments ne correspondent pas. La MG42 a un canon mouvant, ce qui n'est pas le cas avec ce brevet. On rajoutera ici que lorsqu'on parle de verrouillage par galet, on parle parfois aussi de semi-verrouillage, vu qu'il n'y a pas vraiment de loquet de culasse, uniquement les galets. Au cours de la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne, tout comme les autres belligérants, va lancer plusieurs programmes de simplification de son équipement. Pour citer deux exemples, la MG42V ou MG45, ou des simplifications du GVR43, comme par exemple le Gerät 03, un GVR43 construit partiellement en acier estampé, et utilisant aussi un système de verrouillage par galet. Hugo Schmeisser de la firme Heinel dans la ville de Soule met au point le premier fusil d'assaut opérationnel, le STG-44. Il s'agit en effet de la première arme de ce type déployée en nombre conséquent durant la Seconde Guerre mondiale. Le STG-44 a été conçu dès le départ comme une arme très économique à manufacturer, ce qui est tout de suite visible avec ses nombreuses pièces en acier estampé. L'estampage est une technique de manufacture consistant en des feuilles d'acier percées à l'avance puis pliées. En plus du prix, cette technique permet la production de pièces par des manufactureurs relativement peu spécialisés. Mais en parallèle du STG-44, d'autres armes du même type seront aussi développées. L'arme qui nous intéresse est le Gerät 06. Utilisant la même munition que le STG-44 et destiné lui aussi à être produit en acier estampé, le Gerät 06 nécessite moins de matières premières que le STG-44. Il est estimé que le prix global de production serait de 45 Reichsmark, ce qui est grossièrement la moitié d'un STG-44. Le développement de ce Gerät 06 est initié aux usines Mauser à Oberndorf. L'unité de recherche et développement de Mauser s'appelle le Groupe 30 et est dirigé par un certain Otto von Loßnitzer. Ce groupe 30 contient plusieurs départements, comme par exemple le département 31 en charge des brevets, le département 36, le bureau et atelier en charge des armes lourdes, ou encore le département 39 en charge des armes commerciales. Les deux départements qui nous intéressent sont les départements 35 et 37. Ils sont respectivement en charge de la recherche et de la construction d'armes légères. Ce dernier s'occupe d'ailleurs d'armements d'un calibre de moins de 15 mm. Au cours de l'année 1943, Mauser reçoit l'ordre de faire le tri entre ces différents projets.
La fin de la guerre se faisant sentir, il fallait donc ne pas s'étendre pour ne pas disperser les ressources. Les projets retenus seront un fusil semi-automatique qui prendra la forme de Guérette 02, 03 et 07 et un fusil d'assaut, le Guérette 06. Les ingénieurs impliqués sont le docteur Karl Mayer, mathématicien et physicien de formation et en charge de la section mathématique du département 35. C'est lui qui est responsable du développement du verrouillage par galet chez Mauser. Sont impliqués aussi le docteur Hillenberger, en charge de construction d'armes automatiques pour troupes au sol, et Ludwig Vorgrimler, en charge des armements pour avions. La décision de coupler le verrouillage par galet avec un emprunt de gaz vient de Karl Mayer. En effet, il considère qu'utiliser uniquement un verrouillage par galet ne suffirait pas à contenir la puissance de la munition de fusil standard allemande. La première arme expérimentale utilisant ce système est le Guérette 02. Les premiers plans du Guérette 06 sont datés du 1er novembre 1943. L'arme est décrite comme une carabine automatique utilisant la munition courte officielle, fonctionnant avec un emprunt de gaz tout à fait conventionnel. En décembre, lors d'essais du Guérette 02, il est noté que la culasse a tendance à rebondir, causant le tir alors que la culasse n'est pas verrouillée. La source du problème, l'action du piston et des gaz résiduels au niveau de la tête de culasse. La solution envisagée par Mayer sera de tout simplement retirer le piston. Parmi les ingénieurs chez Mauser, Rudolf Niemann est d'accord avec cette idée. Mais ce n'est pas le cas de Altenburger, la personne en charge du département 37. Il pense que cela ne résolvera pas le problème et causera davantage de friction. Durant des essais en janvier 1944, sera retenu deux choses. Le 792 court nécessite une culasse verrouillée et qu'un verrouillage par galet sans emprunt de gaz fonctionne sans problème. Cumulés, la friction et la forme des galets suffisent à maintenir une pression suffisante dans la chambre pour un tir sans problème de sécurité. Le Guérette 06 sera donc développé sans emprunt de gaz. Il sera renommé Guérette 06H. Durant le mois de février, les essais continuent sur les Guérette 02 et 03 sans problème particulier. Toujours en février, le premier Guérette 06 complet est assemblé. On notera que cette arme est encore appelée un pistolet mitrailleur. Après les premiers essais de Guérette 06, il est noté que le système de verrouillage nécessite une chambre flûtée afin de pouvoir fonctionner correctement. Avec le succès du Guérette 06H, ce dernier prend priorité chez Mauser au détriment des Guérette 03, 02 et 07. Lors d'essais en août à l'usine Grossfuss, les conclusions sur les Guérette 06 et 06H sont que les performances balistiques sont les mêmes que celles du STG-44, qu'ils sont de construction plus simple, et sont toutes les deux des armes tout à fait fiables. Finalement, pour des raisons de poids et de simplicité, le Guérette 06 sera abandonné. Il n'y aura au final que 4 exemplaires de Guérette 06. En novembre, le Guérette 03, aussi appelé Gewehr 44M, est abandonné. On rajoutera que c'est en août 1944 que le Guérette 06 reçoit le nom STG-45M. Sans compter le magasin, le STG-45M comprend 76 pièces. L'arme pèse 4,2 kg à vide, ce qui n'est pas beaucoup plus lourd qu'un Kar 98K chargé, mais est plus court grâce à sa munition, utilise les mêmes chargeurs que le STG-44, et la cadence de tir avoisine les 420 coups par minute. Le STG-45 est aussi tout à fait fiable avec munitions huilées ou sèches, lorsqu'exposé au sable et à la poussière, ainsi qu'en conditions de température intense. Pour finir, l'arme peut accepter un lance-grenade, et globalement le projet est considéré très prometteur. Mauser va donc recevoir une commande de 30 armes pour essai de troupes. Malheureusement, en début avril 1945, Mauser reçoit l'ordre de déménager. Il leur faut donc relocaliser tout l'outillage de production pour leurs 20 000 fusils mensuels, tous les armements expérimentaux pour avions, plans et l'outillage pour le Mauser Volksgewehr, etc. La production devra donc être redémarrée dans la ville de Ravensburg. En parallèle, les locaux de Mauser devaient être démolis sous ordre direct d'Hitler. Un train part donc de l'usine de Mauser le 19 avril 1945, et après 11 jours de voyage, interrompus par des raids aériens, le train finit par s'arrêter dans la vallée d'Ötztal, le second site de production. Et étant donné que la guerre arrivait dans ses derniers jours, aucune décision de reprendre le travail ne sera prise. Le 1er juin 1945, le train sera découvert par une opération conjointe britannique et américaine, le CIOS, après avoir visité les locaux de Mauser à Oberndorf, alors quasiment intacts. Le CIOS va alors interroger plusieurs ingénieurs, y compris R. Altenburger et Erich Hillenberger, et en apprendre beaucoup sur les expérimentations de Mauser.
Ils vont aussi apprendre qu'il y a environ 30 STG-45 en kit dans ce train. Le seul STG-45 original construit par Mauser est situé aujourd'hui au musée de Springfield et porte le numéro de série 2. Il existe aussi plusieurs exemplaires incomplets éparpillés aux quatre coins du monde. Quant à Otto von Lostitzer, il sera transféré à Springfield Armory en 1947 jusqu'en 1965. Le 20 avril 1945, le 9e régiment de chasseurs d'Afrique entre dans la ville d'Oberndorf et capture les infrastructures Mauser. Et après la guerre, la région tombe dans la zone d'occupation française. Mauser va donc reprendre du service, et retenant plusieurs ingénieurs allemands. Seront donc assemblés à Mauser des pistolets P08, P38, HSC, quelques canons MG151 et lance-flammes Flammenwerfer 41. Seront aussi assemblés plusieurs milliers de Mauser 98K, et une nouvelle arme en calibre 22, le modèle 45. En juin 1946, l'usine Mauser est démantelée, et l'outillage de production d'armes est détruit. En 1946 démarre aussi un programme de réarmement. Il en résultera les pistolets Mach 50, les pistolets mitrailleurs MAT 49 en 9 mm Parabellum, le MAS 49 et l'AA 52, tous deux en 7,5 par 54. Mais plusieurs projets d'armes étaient aussi dans les fourneaux, celui d'une carabine mitrailleuse ou pistolet mitrailleur lourd, un analogue à ce qu'on pourrait aussi appeler un fusil d'assaut. Ces projets prendront la forme de différentes ailes d'armes automatiques, utilisant des munitions allant aux 30 carabines au 7,92 par 33. Ces prototypes seront développés par Châtellerault, Saint-Étienne, Tulle, ainsi qu'un groupe d'ingénieurs allemands expatriés de Mauser. En début 1947 sera établi un bureau d'études à Mulhouse, alors subsidiaire de la manufacture d'armes de Châtellerault. Cette organisation sera appelée CEAM. Entre-temps, entre novembre 1947 et fin 1953, tout ce qui restait de Mauser, que ce soit atelier, usine et bureau, est détruit. Une des premières personnes à rejoindre la CEAM sera Ludwig Vorgrimler. Lorsqu'il travaillait chez Mauser, Vorgrimler était en charge du développement du MG215, une mitrailleuse pour l'aviation de calibre 13 mm. En plus de Vorgrimler, le bureau d'études de la CEAM comporte les ingénieurs Rudolf Niemann, Theodor Löffler et Ludwig Hagner. Le déménagement à Mulhouse a lieu fin mars 1948. Le projet pour designer un fusil d'assaut similaire au STG-44 en France s'appelle le projet 701. Vorgrimler entame le travail sur une telle arme en février 1948. Il appelle son premier prototype le modèle 1, qu'il va aussi dériver en bullpup, et sont basés sur le verrouillage par galet et utilisent la munition expérimentale française le 765 par 35. Sur ces armes, on retrouve beaucoup d'éléments du STG-45. En parallèle, Theodor Löffler va lui mettre au point le modèle 2. Ce modèle 2 diffère du modèle 1 avec sa hausse, mais surtout un levier d'armement situé au-dessus du canon ressemblant à un tube d'empreinte gaz et fixé lors du tir. En novembre 1948, le 765 par 35 est abandonné au profit du 30 carabine. À la suite d'essais en janvier 1949, le modèle 2 de Löffler est considéré supérieur au modèle 1 de Vorgrimler, ce sera donc le modèle 2/2 de Löffler qui sera retenu. Combiné avec le système de détente de l'arme de Vorgrimler, on obtient le CEAM modèle 1950. Les spécifications pour ce modèle 1950 sont donc une poignée pistolet et boîtier détente basé sur le modèle de Vorgrimler, la possibilité de monter une crosse pliante et crosse pleine en bois, cette dernière devant supporter le tir de grenade. Pour finir, le chargeur doit passer d'une capacité de 40 à 30 coups. Il est aussi nommé Löffler modèle 2/3. Problème existant depuis les premières armes à verrouillage par galet, étant donné qu'il n'y a pas de loquet de verrouillage à proprement parler, il arrive que la culasse peut rebondir lors de la fermeture. Ce phénomène se révèle être récurrent sur les modèles 1 de Vorgrimler. Il va donc résoudre ce problème via un dispositif appelé frein de rebondissement. Il s'agit d'une pièce agrippant la tête de culasse lors du verrouillage. Du 25 au 27 avril 1950, le modèle 1/3 de Vorgrimler et les modèles 2/3 et modèle 50/1 développés par Löffler sont testés par l'ETVS, l'établissement d'expérience technique de Versailles. Le rapport des essais stipule que la fiabilité est raisonnable, bien que la surface de verrouillage des galets est un petit peu fragile, et que le levier d'armement doit rester sur le côté gauche de l'arme. On pourra rajouter que bien qu'utilisant le même système de verrouillage, le modèle 2/3 en tir automatique fonctionne par culasse ouverte, tandis que le modèle 1950 par culasse fermée. En juin 1950, Vorgrimler déménage à Madrid, lassé de ses travaux en France.
Il va rejoindre 7 mai avec plusieurs autres ingénieurs allemands. En 1952, la CEAM change de nom pour AME, Atelier mécanique de Mulhouse, où les travaux vont continuer. Jusqu'à sa fermeture en 1967, l'AME développera de nombreuses armes allant du pistolet au canon de 30 mm. Quant aux projets de fusil d'assaut, ils seront tous annulés, suite à de grosses livraisons d'armes américaines, en particulier des carabines M1 et M2. 7 mai, le Centre des études techniques en matériaux spéciaux engage Werner Heinen, l'ancien dirigeant des usines Gustloff Werke et président d'une commission sous le ministère d'Albert Speer, commission en charge du développement d'armes automatiques. En 1949, le gouvernement espagnol cherche une arme pour remplacer ses fusils à verrou. Sera donc placé à la tête de ce programme Werner Heinen. Le 1er février 1950, sont établies les spécifications pour la nouvelle arme. La munition doit être le 7,92 cours pour une portée effective de 800 à 1 km, un poids maximum de 3 kg à vide, pouvoir attacher une baïonnette et un lance-grenade, et une crosse pliante ou escamotable. À cette époque, ces spécifications sont très ambitieuses. Cela peut être expliqué par les retours de combats en Afrique et en Russie qui sont généralement à plutôt longue distance. Le premier défi sera de développer une munition capable d'avoir une trajectoire plate à longue distance et une bonne précision, tout en restant contrôlable en automatique. Ce sont ces spécifications qui résulteront à la munition de 7,92 par 41 7 mai, développée par Günther Voss, un ancien balisticien de la Luftwaffe. Cette munition a la particularité d'avoir une légère et très longue ogive, mesurant 44 mm en longueur, proposant une très haute vitesse de sortie et très peu de recul. Les premières armes produites pour cette munition sont les modèles 1 et modèle 2. Le modèle 1 est développé par un ancien ingénieur de Rheinmetall et utilise un emprunt de gaz et un système de verrouillage par volet similaire au Gewehr 43. Le prototype de Vorgrimler, le modèle 2, utilise un système de verrouillage par galet. L'administration française ne voulant pas vraiment que Vorgrimler parte, son passeport a été retenu le plus longtemps possible, et il n'arrivera donc en Espagne qu'en septembre, 9 mois après le lancement du projet 7 mai. Produire ces armes se révélera être un défi, sachant que ce genre de projet était tout nouveau pour l'Espagne, que les lieux de production étaient éloignés les uns des autres, et n'étaient pas non plus hautement spécialisés. Le modèle 2 est démontré devant Franco le 2 juillet 1951, le modèle 1 n'est toujours pas fonctionnel. Ce dernier sera d'ailleurs abandonné, car non seulement en retard face au modèle 2, il est aussi plus complexe, plus fragile et plus lourd. Malgré le fait que les crosses pliantes faisaient partie des spécifications, elles n'étaient pas encore intégrées aux armes, car le ressort récupérateur de ces dernières était encore dans la crosse. Le 4 juillet, une série de 30 modèles 2 est commandée pour continuer les tests. Elle sera référencée série null ou série 0. Le nombre d'armes pour la série null augmentera jusqu'à 120, et sachant que cette mai n'était surtout qu'un bureau d'études, ces armes seront produites par une multitude de sous-traitants. C'est à ce moment que 7 mai et Vorgrimler commencent à recevoir un peu de notoriété. Les travaux sur la série 0 prennent du temps, principalement pour deux choses, la cadence de production de munitions et le temps nécessaire à la modification des pièces après les essais, deux choses ayant comme origine la situation industrielle de l'Espagne qui n'était pas particulièrement adaptée aux armes à feu. On pourra souligner que comme arme équivalente au 7 mai espagnol, en 1952, existent les EM2 britanniques, les premières itérations du FN-FAL belge, ou encore le prototype T-25 américain. On peut donc voir que les prototypes de 7 mai sont relativement modernes. En mai 1954, un manuel de 50 pages disponible en allemand, anglais et espagnol est distribué aux unités devant tester l'arme. Ce manuel met en exergue les performances de la munition expérimentale de 7 mai, tout en expliquant son origine et sa composition. C'est avec l'expérience accumulée en combat dans des grandes plaines dégagées qu'il est envisagé d'armer une escouade avec une arme ayant la portée et la puissance d'engager des cibles à longue distance, tout en restant légère et manœuvrable. L'idée étant de pouvoir repousser des attaques soviétiques qui, d'après les puissances occidentales, attaquaient par vagues humaines. L'idéal, c'est que l'arme en question puisse servir en même temps de fusil semi-automatique et de mitrailleuse légère. Pour le cas de la munition, il est stipulé que l'ogive pèse 6,8 grammes, avec une vélocité estimée à 820 mètres secondes. L'ogive est relativement longue et est composée d'aluminium avec une chemise en cuivre. L'arme pèse 4 kg et a une portée pratique estimée jusqu'à 1 km.
Avec son faible recul et les performances balistiques de la munition, il est stipulé qu'un tireur décent a 50% de chance d'obtenir au moins un impact sur une cible de taille humaine durant une rafale de 9 coups à une distance d'1 km. Le fusil de 7 mai est présenté à Aberdeen Proving Grounds entre le 15 juin et le 16 juillet. 2 armes et 4000 munitions sont disponibles. Ces tests vont soumettre l'arme à des essais de précision, d'endurance, de froid extrême, ainsi qu'exposition à la pluie et à la poussière. Il sera noté les points suivants. L'arme semble être très économique à manufacturer, simple à démonter et à entretenir. L'arme est alimentée par deux types de magasins de 20 et 32 coups, qu'il y a un bipied intégré, que la crosse est trop courte et inconfortable, que certains éléments sont peu ergonomiques comme le levier d'armement, situé au-dessus du canon sur le flanc droit, et soumis à beaucoup trop de pression causant des blessures. Les magasins sont difficiles à insérer et à retirer, certaines pièces d'acier estampées sont coupantes, l'arme n'a simplement pas de garde-main, certaines pièces manquent de durabilité, et beaucoup se retrouvèrent déformées, et en chauffant, le canon exposé a causé des brûlures. Le bipied n'est pas verrouillable ni réglable en hauteur, et étant attaché au canon influe sur le point d'impact, le type de hausse ne fait pas l'unanimité. Si tenu par le chargeur, les incidents de tir apparaissent, et enfin l'arme ne se montre pas 100% fiable, et a tendance à vite s'encrasser. Tout cela n'est d'ailleurs qu'une partie des points relevés dans ce rapport. On retiendra aussi que le tir automatique ne s'est pas montré aussi efficace que prévu. Finalement, aucune conclusion ne sera faite du côté américain, cette arme étant d'origine étrangère. Ces essais faisaient partie d'un programme américain, dont l'issue devait être de remplacer les fusils M1 Garand, carabines M1, pistolets mitrailleurs Thompson et M3, ainsi que le fusil automatique Browning par une seule arme. Mais ce sujet est celui du duel entre le FN-FAL belge et le T-44. Suite à cela, les armes de la série 0 seront prêtes pour production. Initialement, la compagnie choisie est WMF en Allemagne. Edmund Heckler et Theodor Korr fondent un bureau d'ingénierie au domicile d'Heckler en 1948. C'est la création de Heckler & Korr ou HK. Alex Seidel, un autre ingénieur de la section 37 chez Mauser, rejoint HK l'année suivante. Ce dernier est d'ailleurs la personne derrière le pistolet HSC, développé alors pour concurrencer le Walther PP. On notera qu'Heckler et Korr étaient eux aussi employés chez Mauser. Après la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne n'a pas le droit de produire des armes par elle-même. Cette production est en effet uniquement supervisée par les puissances alliées qui l'occupent. De plus, aucune industrie métallurgique n'était autorisée à s'installer dans les villes ayant abrité des usines d'armes, comme par exemple à Oberndorf. La Bundesgrenzschutz, ou BGS, est l'organisation garde-frontière de la RDA. Elle est alors principalement armée d'armes de surplus de la Seconde Guerre mondiale, était également équipée de mortiers et de mitrailleuses, et on peut considérer la BGS comme une sorte d'armée de transition. La BGS est intéressée par l'arme de 7 mai pour plusieurs raisons, dont celle de conserver son calibre standard, c'est-à-dire le 7,92 mm. La munition T65, qui deviendra le 762 par 51 ou 762 autant, commence à se diffuser dans les pays de l'Ouest. Suite à cela, Gunther Voss va recalibrer la munition de 792 par 41 7 mai en 762. Cette munition est le 762 par 41 modèle 53. La nouvelle ogive est toujours en aluminium partiellement chemisé et pèse 7 grammes. Bien que très performante notamment au niveau de la pénétration, cette munition est suspectée d'avoir un effet pointe creuse et se fragmenterait une fois dans le corps. Cela serait causé que le cœur en aluminium est à nu. Le fusil 7 mai trouvera beaucoup d'intérêt en Allemagne, et parallèlement 7 mai recherchait un premier contrat militaire et un manufactureur. L'armée espagnole ayant utilisé des fusils Mauser depuis longtemps, 7 mai va tenter de s'associer à Mauser, mais l'offre sera rapidement déclinée. Suite à ça, 7 mai va être introduit à HK via le gouvernement espagnol. En mai 54, 50 armes furent livrées à une école d'infanterie espagnole, de nouveaux changements sont recommandés, un nouveau chargeur de 20 coups, une nouvelle éjection de chargeur, un nouveau levier d'armement, une hausse différente ou une crosse plus longue. En octobre, la BGS commande 150 armes pour leurs propres essais. Les Allemands testeront donc le nouveau fusil 7 mai mis à jour le 17 janvier 55. Deux modèles d'armes sont disponibles, l'un tirant la munition T65 et l'autre la munition 762 7 mai. Le fusil 7 mai étant considéré l'arme la mieux adaptée pour la BGS, et donc considéré pour adoption. Les nouveaux changements recommandés sont un bipied plus solide,
Un magasin de 25 coups maximum, la hausse doit être rapprochée de la crosse et doit avoir une encoche en U et non en V, ne doit pas avoir de frein de bouche et doit utiliser la munition T65 ou C62 autant, une munition qui, comparativement au C62 7 mai, a une ogive plus courte et entièrement chemisée. Au final, l'arme doit avoir un recul relativement faible et une portée efficace d'environ seulement 600 mètres. Vorgrimler n'apprécie pas particulièrement la munition de l'OTAN, la considérant beaucoup trop puissante pour une arme de ce type, et n'est pas du tout adaptée au tir automatique sans support. Adapter le fusil de 7 mai à la munition de l'OTAN nécessite plusieurs modifications, renforcer les pièces mouvantes, et épaissir et rallonger le boîtier de culasse. 7 mai va alors tenter d'introduire une nouvelle munition, surnommée 7 mai OTAN, une munition ayant les mêmes dimensions que le 762 OTAN. Les différences sont la charge de poudre réduite et la composition de l'ogive qui est partiellement en plastique et en plomb avec une chemise en cuivre. Cette nouvelle ogive, nommée CSP-003, est plus légère de 2 grammes comparée à l'ogive SS-77, l'ogive standard de l'OTAN. Mais malgré les bonnes performances de l'ogive CSP-003, il sera décidé que la BGS utilisera le 762 OTAN. Quant au 762 7 mai OTAN, il sera adopté par l'Espagne et sera utilisé en tandem avec le 762 OTAN, et ce jusqu'en 71, où la munition de l'OTAN deviendra standard. On pourra aussi rajouter que Günther Voss, lors d'une lettre adressée au colonel Bücher du département de l'intérieur de la RFA, lui informe qu'une munition aérodynamique offrant moins de drop à distance est la meilleure option, et qu'un recul plus faible réduit le temps entre chaque tir, permettant plus de potentiel coup au but, ce qui est préférable. Günther Voss, à l'instar de beaucoup d'autres ingénieurs européens, considère donc que les munitions intermédiaires sont plus adaptées à un fusil d'infanterie standard par rapport à des munitions plus lourdes et plus puissantes comme le 762 OTAN. La BGS demande son premier batch d'armes de série le 19 juin 1955. Étant donné qu'aucune installation espagnole n'était capable de produire les armes à elle seule, plusieurs compagnies espagnoles et allemandes participeront à la production et à l'assemblage. Les compagnies allemandes produiront environ 40% des pièces, et les compagnies espagnoles le reste, et comprennent par exemple Bresel à Madrid, Valenciaga à Eibar, ou encore Cointra à Valence. Le contrat de la BGS est de 5000 armes. On rappellera qu'entre-temps, le FNFAL a déjà été adopté par le Canada, la Grande-Bretagne, la Belgique et Israël, et était encore en considération aux États-Unis, ce qui poussera la BGS à l'essayer en hiver 54-55. Suite à de nombreux délais de la part des compagnies espagnoles et au succès du FNFAL, la BGS va annuler sa commande de fusil 7 mai le 17 janvier 55 et à la place commander des FNFAL à la Belgique. Mais 7 mai avait toujours d'éventuels clients, comme en Belgique, au Japon, Pays-Bas ou en France. Le 12 novembre 1955, la Bundeswehr, l'armée de l'Allemagne de l'Ouest, est formée. De l'intérêt est donc ravivé pour reproduire des armes en Allemagne et dépendre le moins possible de compagnies étrangères. La Bundeswehr va donc se remettre à la recherche d'un pistolet mitrailleur, d'une mitrailleuse et d'un fusil. A donc lieu une nouvelle commande de 400 armes et 1600 chargeurs. La condition est qu'ils soient assemblés en Allemagne par HK. Le plan sera d'acheter des FNFAL à la Belgique, en attendant qu'une production d'armes soit envisageable en RFA, sans oublier que les FAL étaient déjà une arme réputée fiable et efficace, et surtout disponible. Ce contrat de 400 armes est signé le 17 avril 1956. Entre-temps, la commande de FNFAL cumulera 100 000 armes. Durant l'année 1956, aura lieu la production, assemblage et livraison du fusil 7 mai pour la Bundeswehr. Après des essais comparatifs avec le FNFAL en début 57, de nouveaux changements seront demandés. Ces nouveaux changements incluent un adaptateur pour grenade, un guidon renforcé, changer le type de hausse pour un dioptre ou un œilleton en L, un déflecteur d'étui, une plaque de couche en caoutchouc, rallonger le levier d'armement, introduire un moyen de laisser l'éjection ouverte, renforcer le bipied, réduire le poids, et surtout rajouter un garde-main. HK, Mauser et Rheinmetall vont se disputer le droit de produire le nouveau fusil. Cette dispute implique des brevets datant de 1939 concernant la MG42 et MG42V, brevets possédés par Rheinmetall. Finalement, HK et Rheinmetall produiront simultanément les nouveaux fusils. Quant à Vorgrimler, il rentre en Allemagne en 1956, et malgré l'invitation d'Alex Heider pour le faire rentrer chez HK, Vorgrimler décide de retourner chez Mauser.
Toujours en coopération avec 7 mai, il développera une mitrailleuse à bande, une arme basée sur le fusil 7 mai, mais ne suscitera pas d'intérêt de la part de la Bundeswehr, étant alors tout à fait satisfaite avec la MG42. On rajoutera rapidement que le FN-FAL sous service allemand reçurent le nom fusil automatique léger modèle FN-FAL ou encore G1. Les G1 utilisent le pattern canadien. En fin 57, les STG 7 mai avaient encore beaucoup de problèmes de jeunesse et seront envisagées deux alternatives, les SIG 510 désignés G2 et l'AR-10 désigné G4. Le SIG 510 fonctionne aussi par verrouillage par galet et est rapidement disqualifié à cause de son poids élevé. Malgré son poids réduit, le AR-10 sera disqualifié car indisponible à la production. Suivant les essais de la Bundeswehr, le STG 7 mai est une fois de plus modifié et entame la dernière ligne droite vers la production à grande échelle. Il est déclaré prêt le 10 juillet 58. Il reçoit le nom DM3 7 mai. Entre-temps, en 57, la firme hollandaise NWM signe un contrat de production pour le fusil 7 mai et en octobre achète les droits. Ces fusils sont nommés modèle 58 et produits en Allemagne sous marquage NWM. En l'échange d'un contrat pour permettre à NWM de produire un tir des munitions de 20 mm de canon M61, la firme hollandaise cède les droits exclusifs au 7 mai au gouvernement allemand en 61. L'arme sera finalement adoptée en 59 et recevra un nouveau nom, le G3. La première série de 150 000 fusils est commandée le 30 janvier 59. Cette série a les caractéristiques suivantes: une hausse en forme d'œilleton en L pour distance de 200 et 300 mètres, un magasin standard de 20 coups, la capacité de monter une optique, un garde-main en acier estampé, pour un poids à vide de 3,9 kg. Ces premiers G3 eurent leur lot de problèmes et se montrèrent peu fiables. 100 000 armes seront donc retirées du service et détruites. C'est suite à l'expérience de la Seconde Guerre mondiale qu'il fut décidé que les fusils pour tireurs d'élite ne devraient pas être différents du fusil standard. C'est la raison pour laquelle chaque fusil a la possibilité de monter une lunette. Le 20 décembre 59 est introduit un nouveau design de hausse, un dioptre en forme de tambour. Ce dioptre est supposément designé par un certain Palme, impliqué dans le développement du STG-44. Une nouvelle série de G3 est commandée en novembre 62, pour un total de 100 000 armes. Les changements prennent la forme d'un nouveau cache-flamme, d'un garde-main cette fois-ci en bois, d'un levier de sécurité légèrement plié, la hausse en dioptre introduite précédemment, réglable à 100, 200, 300 et 400 mètres, et un nouveau type de magasin allégé. La dernière grosse modification sera le changement des crosses et garde-mains en bois pour des fournitures en plastique plus solides, moins chères et nécessitant moins d'entretien. Ce sera finalement la firme allemande BASF qui s'occupera de les produire, de couleur vert-olive pour la Bundeswehr et noir pour l'export. Un second type de garde-main sera en même temps introduit, plus large et comprenant les encoches pour les jambes du bipied. On voit ce garde-main généralement destiné à l'export. Ces garde-mains et crosses seront finalisés en 64, en même temps qu'un nouveau type de garde-main, posant moins de pression sur le canon et donc améliorant la précision. C'est donc en fin 64 que la Bundeswehr se déclare satisfaite du G3 et ne demandera plus de modifications. La dernière livraison de G3 pour la Bundeswehr s'effectuera en 69. Finalement, dans la Bundeswehr, le G3 sera décliné en 5 variantes. G3 pour la version originale avec crosse et garde-main en bois, G3A1, même chose mais avec crosse escamotable, G3A2 avec crosse et garde-main en plastique, G3A3 avec crosse plastique et garde-main mise à jour, G3A4 avec le garde-main du G3A3 et crosse escamotable, et enfin G3A3ZF avec lunettes télescopiques. Les G3 allemands montés avec optique portent le suffixe ZF. Il existe aussi une variante légèrement raccourcie appelée G3K. Au début des années 1990, tous les G3 en service allemand furent rappelés en usine pour être mis à jour. Ces G3 revalorisés comportent l'extension A1, G3A3A1 par exemple, et diffèrent avec un déflecteur d'étui et une poignée en plastique noir. Ces G3 serviront de transition jusqu'au G36 et sont aujourd'hui conservés pour la réserve. En parallèle de HK, Rheinmetall participera aussi à la production des G3. Bien qu'ayant produit environ un demi-million d'armes durant les années 60, Rheinmetall ne participera pas au développement du G3 et servira principalement de lieu de production. En 69, lorsque la Bundeswehr commande son dernier batch de G3 et MG3, HK décide de ne plus partager la production avec Rheinmetall
et Rheinmetall ne veut pas que HK produise des MG3. Finalement, HK produira uniquement des G3 et Rheinmetall uniquement des MG3. Le G3 et ses prédécesseurs ont relativement peu évolué lorsqu'on regarde leur mécanisme, puisqu'ils sont toujours basés sur le verrouillage par galet introduit dans les années 30, manufacturé à partir de simples feuilles d'acier pliées, et avec finalement peu de pièces usinées. Le G3 et ses variantes se montrent être des armes particulièrement économiques à manufacturer. En parlant du G3, il est difficile d'omettre deux choses: les différentes variantes d'armes issues du G3 et son succès à l'export. L'idée d'HK était de créer une famille d'armes ayant les pièces les plus similaires possibles entre elles. Cela bien sûr facilite la production, mais aussi l'entraînement. Pour donner un exemple, l'opération d'un G3 est extrêmement similaire à celle d'un MP5. Cette famille d'armes en question comprend par exemple le MP5 et le G3, mais aussi le fusil d'assaut HK-33, les mitrailleuses HK-11 et HK-21, aussi appelées G8 et G8A1, ou encore la mitrailleuse en calibre 50 HK-25. Le G3 sera dérivé en plusieurs versions pour tireurs d'élite: le SG1, équipé avec un bipied, une lunette de grossissement x6 et une détente de précision réglable. Cette variante sera introduite en 72. Là où le SG1 est plus une arme militaire, le PSG1 quant à lui est plus une arme de police. Il introduit plusieurs éléments comme un système pour fermer silencieusement la culasse, le levier d'armement du G3 étant considéré à la base plutôt bruyant, une détente très sensible avec un accélérateur de chien pour réduire le délai entre la presse de la détente et le tir, une crosse ergonomique, un rail pour fixer un trépied, un canon flottant et généralement une lunette de grossissement x12. Le PSG1 est considéré comme étant une arme d'une extrême précision. Il fut introduit au milieu des années 80. Le MSG 90, introduit en 87, est présenté comme une version militarisée du PSG1 et principalement destiné à l'export. Le MSG3, quant à lui, sera construit sous commande de l'armée allemande, mais ne verra pas d'adoption à grande échelle. Comme autre variante inclut le HK-41, variante civile du G3, ne disposant pas de cache-flamme et ne pouvant accepter qu'un chargeur propriétaire de 5 coups. La variante civile la plus populaire est le HK-91 qui est en soi un HK-41 modifié aux spécifications civiles américaines. Il existe aussi plusieurs copies de G3 pour le marché civil, pour en citer qu'un, le PTR-91. Comme arme dérivée du G3, il y aura aussi le HK-36, le HK-G41 ou encore le MP5 et le modèle HK5 conçu pour le biathlon. Comme dit précédemment, le G3 sera un très gros succès à l'export. Un des premiers clients sera Bruma dès le début des années 60, et dont certains exemplaires seront convertis en 5.56 et utilisant des chargeurs de M16. Le Danemark l'adoptera dans deux versions, une version DMR sous le nom Gewehr M66, alors nouvellement produit par HK, et une version standard issue de stock de surplus allemand, et appelée M75. On notera que ces G3 remplacèrent des M1 Garand, bien que l'arme ayant remporté les essais danois était le M16A1. La Grèce choisira les G3 A3 et A4, et les produiront sous licence par la firme EBO à Athènes, et produiront aussi une variante du HK21. La Suède adoptera le G3 en printemps 65 sous le nom AK4, carabine automatique numéro 4, et seront produits par l'arsenal Carl Gustaf et la firme Husqvarna. Les différences sont un dioptre composé uniquement d'œilleton, une crosse légèrement plus longue, et sont généralement peints en vert avec une crosse et garde-main noire. La Norvège produira un certain nombre de G3 sous le nom AG3, fusil automatique numéro 3, et dont une partie sera envoyée en Allemagne en échange de sous-marins et de MG3. Il est d'ailleurs possible de voir des G3 de production norvégienne dans la Bundeswehr. L'Afrique du Sud en acquérera via le Portugal et seront nommés R2, l'Iran, le Mexique, le Pakistan, le Portugal ou la Turquie seront tous des pays producteurs et utilisateurs de G3. Au cours de la guerre froide, la partie ouest de Berlin est enclavée par la RDA contrôlée par l'URSS. La livraison d'armes de la RFA vers Berlin-Ouest était prohibée. L'astuce trouvée par Walter sera de prendre des pistolets PP, P38, ainsi que des PM, MPK et MPL, de les faire assembler par Manurin, les marquer Made in France et les envoyer à Berlin-Ouest. HK utilisera donc le même stratagème, mais avec la manufacture d'armes de Saint-Étienne ou la masse. Seront donc livrés des G3 et MP5 en kit, assemblés et marqués à la masse. Giat ira même jusqu'à inclure ses G3 et MP5 dans son catalogue pour un prix réduit. C'est la raison pour laquelle on retrouvera des G3 avec des marquages français dans plusieurs pays issus de la sphère d'influence française, notamment en Afrique. Un autre producteur autre que l'Allemagne, c'est la Grande-Bretagne et la Royal Small Arms Factory,
où seront manufacturés des G3 à destination d'Abu Dhabi, du Qatar, l'Arabie Saoudite, Tanzanie ou encore le Zaïre. Le G3, à l'instar de ses concurrents comme le FN-FAL ou le M14, a de bonnes qualités mais un certain nombre de défauts. C'est une arme qui est simple dans son mécanisme et construction. Il y a peu d'ouvertures qui laisseraient rentrer de la boue, des débris ou du sable. Lorsque correctement réglé, c'est un fusil qui est relativement précis. Et étant construit en acier estampé, le G3 est économique à produire et est accessible à toute organisation militaire ou paramilitaire avec un budget serré. Mais cela veut aussi dire qu'on le retrouve en grand nombre au sein d'organisations terroristes ou insurgées. C'est cependant une arme lourde, volumineuse, et avec un recul relativement élevé, ce qui rend le tir automatique très difficile à appréhender, mais ce dernier point est commun aux autres armes de cette catégorie. L'un des points de critique du G3 est le placement du levier d'armement, qui peut parfois être délicat à opérer, en particulier pour les tireurs gauchers. Passé les années 90, après l'échec du HKG-11, la majeure partie des pays de l'OTAN avait fait la transition vers le 5,56 par 45, introduit militairement avec le M16 dans les années 60. Ces pays inclurent des utilisateurs de G3 comme par exemple la Suède, qui adoptera le AK-5, une variante du FN-FNC, le Danemark avec les fusils C7 et C8, ou le Portugal avec le FN-SCAR. Dans les années 80, le major Sembar, en charge du procurement d'armes de la Bundeswehr, avait déclaré que le prochain fusil ne serait pas basé sur le verrouillage par galet. En 93, deux fusils sont en lice pour remplacer le G3, deux armes non seulement utilisant beaucoup de plastique, et toutes les deux basées sur le AR-18 de Eugene Stoner. Sera choisi le HK-50 et renommé G36. Le G36 sera adopté le 8 mai 95 et les premiers exemplaires seront livrés à partir du 3 septembre 97. Bien que datant de la guerre froide, le G3 reste une arme toujours d'actualité aujourd'hui. C'est une arme que l'on retrouve dans beaucoup de conflits actuels, que ce soit aux mains d'armées officielles ou de forces insurgées. L'armée allemande l'utilise toujours comme DMR, bien qu'au cours de remplacement par le G28, et la firme suédoise Spur produit depuis quelques années un kit de revalorisation améliorant l'ergonomie de l'arme. Ce kit a par exemple été adopté par le Portugal. En ce qui concerne l'Espagne, Setme continuera à fournir des armes pour l'armée espagnole, les derniers modèles étant les modèles L et LC, remplacés en 99 par le G36. Le HK-G3, fusil contemporain au FN-FAL et M14 avec lesquels il est souvent comparé, est un incontournable des armes occidentales de la guerre froide. Il restera dans les inventaires norvégiens, suédois ou allemands jusqu'à aujourd'hui, bien que généralement remplacé par des armes plus modernes, notamment chambrées en 5,56 par 45. Passé les années 90, on le retrouve toujours dans de nombreux pays, allant des pays baltes à de nombreux pays d'Afrique, du Moyen-Orient ou de l'Amérique du Sud, et proviennent soit de stocks de surplus, soit nouvellement produits, soit modifiés et mis à jour. Une arme qui, bien que datant de la guerre froide, est toujours d'actualité.